Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, monsieur, bonsoir. Une quinzaine de personnes encore sous les décombres après l'effondrement ce mercredi d'un immeuble R+4 à Yamoussoukro. Le drame est survenu à la mi-journée au quartier millionnaire. Le constat de nos reporters dans quelques instants. Plus de 200 000 enfants meurent chaque année de la diarrhée dans le monde, un chiffre qui pourrait être revu à la baisse avec l'utilisation du vaccin anti-rotavirus. On en parle dans ce journal. Et puis c'est le trio États-Unis, Canada, Mexique qui organisera le Mondial 2026, pays hôte dévoilé donc ce mercredi après un vote au Congrès de la FIFA. Bienvenue dans votre édition, c'est officiel. L'Aïd el-Fitr, la fête du Ramadan, sera célébrée demain, jeudi 14 juin 2018. La lune a été observée dans 3 localités, notamment les départements de Odiéné, de Bangolo et de Diokwe. Information donnée ce soir par le COSIM, le Conseil supérieur des imams, et le CODIS, le Conseil des imams sunnites. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites, CODIS, informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan 2018 a été observé dans 3 localités en Côte d'Ivoire. D'abord à Ouattaradougou, à 30 km de Diokwe, puis à Fanfala, sous-préfecture de Madiana Sokourani, et enfin dans le village Zou, dans le département de Bangolo, par un grand nombre de fidèles. Par conséquent, la fête de Ramadan en Côte d'Ivoire sera célébrée, Inch'Allah, demain jeudi 14 juin 2018. Bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ni kibaraye kabanya limami tomba fla yoro Côte d'Ivoire COSIM ani CODIS ko ka silama bɛɛ lajɛlen lalɔniya k'a fɔ selilen kalo yeli sabatila dugu sabala Côte d'Ivoire a fɔlɔma o le ye Ouattaradougou ye min bɛ Dokoye mara la, a filanan Fanfala min bɛ Wojene mara la, a sabanan o le bɛ Zou ye min bɛ Bangolo mara la. Ko ladon limamu bɛ silama bɛɛ lajɛlen lalɔniyala k'a fɔ ko sini alamisa min bɛ bɛn juillet kalo tile 14 ma 2018 la o le bɛna bɛn an ya selidenni ma. Limamu bɛ dugawu kɛla ka bato minɛ ala m'o kɛla ka san hɛrɛsiya ala m'o kɛla a sanbɛ sanbɛ. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, la fête, ce sera donc demain à cet effet. Je vous fais lecture de ce communiqué émanant du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le jeudi 14 juin 2018, jour de la fête de fin de Ramadan, est déclaré jour férié chômé sur toute l'étendue du territoire national. Je vous fais lecture de cet autre communiqué émanant cette fois du ministère de l'Éducation nationale. La fête de Ramadan sera célébrée demain, jeudi 14 juin 2018. En conséquence, Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Madame Kandia Kamara, informe et rassure les candidats au BEPC, les parents d'élèves et toute la communauté éducative que les épreuves prévues ce jour seront reportées au vendredi 15 juin 2018 à 7h30 dans les centres respectifs sur toute l'étendue du territoire national. Le premier départ pour le Hajj 2018 aura lieu le jeudi 26 juillet prochain. Mais avant, sachez qu'une nouvelle mesure s'impose aux candidats au pèlerinage. Il s'agit de l'empreinte digitale, désormais donc obligatoire pour être du voyage en Terre Sainte. On en parle avec Pargrassoro Kone. Siège du commissariat du Hajj dans la commune de Cocody. À l'intérieur de la salle de conférence, les journalistes réunis autour du commissaire du Hajj, l'imam Bachi Ouattara. Au centre des discussions, la nouvelle mesure prise par les autorités saoudiennes pour le pèlerinage à la Mecque, édition 2018. Il s'agit de la prise des empreintes digitales des candidats au Hajj 2018, une exigence des autorités saoudiennes.
pour tous les candidats au Hajj 2018. Pour avoir le visa, il faut forcément passer par là. Pour le premier responsable du Hajj, cette nouvelle opération va faciliter aux pèlerins ivoiriens l'entrée sur le territoire saoudien. Si on fait ce premier enrôlement, dès que le pèlerin arrive en Arabie Saoudite, il dépose son index, automatiquement toutes ces informations apparaissent. En moins de 5 minutes, les gens vont passer, ça va faciliter le travail. Au cours de cette conférence, l'imam Bachi Ouattara a annoncé que les candidats au Hajj 2018 seront convoqués selon le calendrier suivant. Du 16 au 30 juin 2018, les pèlerins des communes du district d'Abidjan. Du 2 au 12 juillet 2018, ceux de l'intérieur du pays. Objectif, prendre l'empreinte digitale de tous les candidats au Hajj en vue de respecter et mettre en pratique la décision prise par les autorités de l'Arabie Saoudite. Selon les responsables du commissariat du Hajj, le premier départ en Terre Sainte d'Arabie Saoudite aura lieu le jeudi 26 juillet 2018. Une quinzaine de personnes encore sous les décombres ce soir après l'effondrement ce mercredi d'un immeuble R+4 à Yamoussoukro. Le drame est survenu à la mi-journée au quartier millionnaire. Le constat de Kader Sogodogo. Yamoussoukro, quartier millionnaire, voici ce qui reste d'un immeuble de type R+4 en construction. Une propriété privée qui devrait servir de réceptif hôtelier. Un des travailleurs du chantier, sauvé de justesse, apporte son témoignage sur l'effondrement. Donc moi j'ai dit je vais sortir pour aller manger. Donc sortant du bâtiment, c'est descendu. On avait les électriciens qui étaient là, on avait même les maçons, les aides, on avait beaucoup d'hommes qui étaient sur ce chantier. Ils étaient venus pour renforcer le bâtiment, puisque le bâtiment, c'était trop énorme pour la charge et les poteaux qui étaient là. Sur la trentaine de travailleurs qui étaient sur les chantiers, 15 sont encore bloqués sous les décombres. Les cris de détresse de certains d'entre eux sous les gravats parviennent jusqu'à l'extérieur. Les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre pour les secourir. Nous sommes actuellement en cours d'extraction des 3 autres. Nous cherchons toujours un tunnel pour pouvoir atteindre les différentes poches de suivi dans lesquelles les victimes sont encore bloquées. Bon, pour le moment, nous faisons un enlèvement sélectionné des décombres, c'est-à-dire nous sélectionnons les décombres où il y a les victimes. À l'issue, on va procéder à un enlèvement généralisé pour pouvoir voir la structure complète du bâtiment et enlever les autres victimes qui sont en dessous. Quelque chose est prévu pour la nuit? Oui. Des moyens d'éclairage et d'autres outils pour tout ce qui est le forçage, la découpe des morceaux de béton sont en cours d'acheminement. Les secours continuent. Autour de ce plateau pour parler de lutte contre le racket, le comité local de la commune de Yopougon a été installé ce mercredi. À sa tête, le maire de la commune, Gilbert Kafana Koné. Ce comité qui porte à 17 le nombre des comités locaux de lutte contre ce fléau en Côte d'Ivoire aura, entre autres missions, de faire de la sensibilisation. C'est ce que nous rapporte Konaté Moussa. Le gouvernement ivoirien renforce sa stratégie de lutte contre le racket. L'unité de lutte contre le racket se déploie progressivement sur tout le territoire national. Le comité communal de Yopougon est installé par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il est présidé par le maire de la commune, Gilbert Kafana Koné. Il a été bien dit que c'est l'ignorance qui est à l'origine de pas mal de cas de ce genre. Et c'est justement à cela que nous allons nous attaquer, la sensibilisation, pour faire en sorte à ce que le comité de lutte contre le racket formé s'engage dans la sensibilisation des populations, que les populations connaissent leurs droits et à partir de ce moment-là, beaucoup de choses pourront changer. C'est le 17e comité local de lutte contre le racket, après plusieurs autres dans certaines localités de l'intérieur du pays. La lutte contre le racket, un facteur de bonne gouvernance. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, appelle à la participation citoyenne. Tout cela se situe dans le cadre de la décision du président de la République et dans le contrat que le président de la République a tenu à sceller avec le peuple ivoirien, de faire en sorte que l'Ivoirien puisse faire sa mue pour devenir un Ivoirien nouveau. Et la lutte contre le racket rentre justement dans le cadre de cette vision. La lutte contre la corruption rentre dans le cadre de cette vision. Il appartient à chacun de s'approprier justement ce terme d'Ivoirien nouveau, ce concept qui va nous permettre justement de consolider notre développement, de lutter mieux contre la pauvreté, de lutter mieux contre les injustices sociales.
Le comité local de lutte contre le racket de Yopougon regroupe toutes les couches socio-professionnelles, dont les forces de l'ordre qui ont reçu symboliquement le bulletin de service, un document sans lequel aucun agent ne devrait entreprendre une mission. L'Organisation des producteurs de pétrole africains sous la tutelle désormais du Nigeria, cela pour 1 an. Le Tchad passe donc la main au premier producteur africain de pétrole et le mandat du Nigeria s'inscrit dans la poursuite des réformes engagées depuis maintenant quelques années. C'est ce que nous dit Christelle Menat. Une session extraordinaire de conseil de ministres marquée premièrement par un passage de témoins entre le Tchad et le Nigeria. Ce dernier, premier pays producteur de pétrole en Afrique, assurera pendant 1 an la présidence de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, APO en anglais. La capitale nigériane abrite aussi désormais le siège de l'organisation précédemment établie à Brazzaville. Le Nigeria a été nommé par tous les autres pays pour affecter une transition, pour rendre la peau beaucoup plus dynamique, on dira, mais surtout de permettre à la peau, à la fois sur le plan de soutien aux différents pays par rapport au secteur, de jouer un rôle qui va promouvoir le développement du secteur pétrolier en Afrique, mais également d'avoir attaché à cela potentiellement un véhicule qui va permettre à des investisseurs d'investir en Afrique subsaharienne. 4 résolutions ont par ailleurs été prises lors de cette session tenue le 11 juin dernier à Abuja. Elles portent sur le budget de l'organisation et de son organe annexe, le fonds APO pour la coopération technique, lui aussi en cours de réforme. Le fonds APO s'appellera désormais Société africaine d'investissement pétrolier. Recapitalisée à environ 500 milliards de francs CFA au minimum, la nouvelle institution financière non bancaire fonctionnera sur un mode de partenariat public et privé. C'est fort de cela et de l'expérience des autres que nous espérons justement nous appuyer sur l'APO pour apprendre d'abord des autres, connaître ce qui se fait le mieux et pouvoir appliquer ce qui se fait au mieux au niveau de la Côte d'Ivoire. Créée en 1987 à Lagos, au Nigeria, l'organisation intergouvernementale est en pleine redynamisation afin de correspondre davantage au contexte énergétique mondial, s'aligner sur les grandes orientations pétrolières mondiales et permettre aux pays membres de tirer de meilleurs profits des activités d'exploitation de cette ressource non renouvelable. Une réforme qui pourrait connaître une véritable accélération sous la présidence du Nigeria, poids lourd de l'échiquier pétrolier africain et mondial. Des hommes d'affaires belges intéressés par les performances et atouts du port autonome de San Pedro, port qui enregistre depuis l'année dernière une hausse de 13% du volume et du trafic en importation et en exportation. Visite guidée sur le port autonome de San Pedro avec Sam Kono. Le port autonome de San Pedro et celui d'Anvers entretiennent d'excellentes relations commerciales depuis la signature d'un accord de partenariat en 2011. Le volume de trafic entre ces deux ports, qui était de 60 000 tonnes en 2010, a atteint la barre de 800 000 tonnes en 2017. Ce trafic pourrait connaître une amélioration sensible, signe de l'intérêt que porte le milieu d'affaires belge au port. C'est le centre d'intérêt de cette rencontre qui a réuni à San Pedro les premiers responsables du port et une délégation d'hommes d'affaires belges. Elle a marqué à l'occasion son intérêt pour le projet d'agrandissement et de modernisation du port autonome de San Pedro voulu par le président de la République. Et le port ne manque pas d'atouts. Nous avons beaucoup d'intérêt de la part des entreprises qui ne sont pas seulement dans le maritime, mais je pense aux nouvelles technologies, le BTP, la logistique évidemment, minier, plantation. Alors en tant que président de la Chambre de commerce belge, nous sommes ravis d'être ici au port de San Pedro. Jusque-là, les opérateurs que nous recevions ici au port de San Pedro, c'est des opérateurs qui étaient concernés par l'activité portuaire en tant que telle. Aujourd'hui, nous essayons dans le rôle que nous avons de créer autour du port de San Pedro un pôle de développement économique, de faire en sorte que ces visites-là puissent s'étendre à l'ensemble de la zone de San Pedro, à l'ensemble de la région de San Pedro. Les hommes d'affaires belges ont pu découvrir avec grand intérêt les potentialités du port qui a réalisé 2 894 000 tonnes de trafic domestique en 2017, soit une hausse de plus de 13% des importations, exportations et transits. Comparativement à 2016, le trafic du cacao a passé le cap d'1 million de tonnes, confortant ainsi sa position de port leader d'exportation de ce produit.
On parle santé à présent. Plus de 200 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de la diarrhée dans le monde. Un chiffre qui pourrait être revu à la baisse avec l'utilisation du vaccin anti-rotavirus, un vaccin qui permet de protéger l'enfant contre la diarrhée. Et l'OMS, Organisation mondiale de la santé, fait de la sensibilisation à ce sujet. À son initiative, 14 pays africains se sont retrouvés ici à Abidjan. Ami Sissoko. 215 000, c'est le nombre d'enfants de 0 à moins de 5 ans qui décèdent de la diarrhée chaque année dans le monde. Selon l'OMS qui donne ces chiffres, ces décès interviennent pour plus de la moitié en Afrique subsaharienne du fait du rotavirus. Le virus est à la base de 38% des cas de maladies diarrhéiques des enfants en Côte d'Ivoire. En 2009, pour protéger les enfants, l'OMS introduit donc le vaccin contre la diarrhée, l'anti-rotavirus, en Afrique. C'est un virus qu'on peut contracter parce qu'on a les mains sales. Il n'y a pas de thérapeutique en tant que tel. Vous allez prendre des antibiotiques, mais l'enfant va continuer à faire la diarrhée. C'est pourquoi il est recommandé de donner le vaccin qui va protéger les enfants contre cette affection. 12 pays en Afrique sur 32 utilisent déjà le vaccin anti-rotavirus, dont la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'heure est au partage d'expériences sur l'impact, l'efficacité et l'innocuité de ce vaccin. 14 pays, entre autres, la Côte d'Ivoire, le Mozambique, le Nigeria, le Rwanda et le Bénin sont réunis à cet effet. Le vaccin anti-rotavirus en Afrique pose toujours des problèmes parce que nous avons beaucoup de choses qui circulent. Nous avons des infections avec les sources animales, nous avons la malnutrition. Donc il y a un ensemble de données qui fait que le vaccin n'est pas aussi, je dirais pas efficace, mais ne rencontre pas les mêmes problèmes que dans les pays européens. Donc c'est pourquoi chaque fois il faut discuter pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer en fait le vaccin. Le vaccin anti-rotavirus est un vaccin oral. Ce vaccin contre la diarrhée est destiné aux enfants de 0 à moins de 5 ans. Il a été introduit en Côte d'Ivoire en 2017. Sa couverture vaccinale est de 80% selon le programme élargi de vaccination. Ils ont entre 6 et 15 ans. Ils sont issus de familles nécessiteuses. Au Bénin, on les appelle les vidomégons. Eh bien, ces enfants de campagne confiés par leurs parents à des tuteurs plutôt nantis en contrepartie d'une rémunération et d'une éducation sont malheureusement bien souvent sujets à des violences et autres violations de tout genre. Salima Toudia et Christelle Menon se sont penchés sur le sort de ces enfants victimes de traite. Regardez. Les jours se ressemblent pour Pélagie. Tous les matins, elle arpente les ruelles du marché d'Antopa de Cotonou à la recherche d'une clientèle pour écouler sa marchandise. Un commerce qu'elle exerce pour sa tutrice depuis l'âge de 7 ans. Épuisée, Pélagie se réfugie à la baraque, un centre d'accueil où elle se sent en sécurité. Je vis avec elle depuis l'âge de 11 ans. Je travaille du matin au soir. Elle me menace si je n'écoule pas sa marchandise et me bat si je ne rembourse pas le manque à gagner. Pélagie est un enfant placé auprès d'un tiers. Au Bénin, on les appelle les vidomégons. Comme Pélagie, elles sont plus d'une soixantaine à trouver refuge à la baraque. L'animatrice souhaite garder l'anonymat. Normalement, les profils qu'on rencontre, c'est les cas de maltraitance surtout et quelques cas de viol. Quand elles prennent des marchandises tôt le matin, elles circulent dans le marché, mais pour se reposer, elles déposent les marchandises devant les tutrices, on les chasse, on les lance des urines. Donc ici, c'est un lieu pour qu'elles puissent venir se reposer. Les jeunes filles âgées de 6 à 15 ans sont confiées à des personnes par leurs parents, le plus souvent nécessiteux. Ce confiage, comme on l'appelle au Bénin, se fait en échange de 10 à 20 000 francs par mois pour les parents et plus rarement d'une scolarisation pour les enfants. Mais les engagements ne sont pas toujours respectés. Employées de maison, pour le commerce, mal nourries, non scolarisées, ces petites filles sont exploitées et exposées aux violences physiques, psychologiques et même sexuelles. Une quinzaine d'enfants vidomégons révisent à même le sol les cours d'alphabétisation et de gestion. Le lieu est tenu secret car les tutrices commerçantes s'opposent à leur scolarisation. Je vous avoue que ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des fois, tu peux aller vers des parents qui vont te chasser. Maintenant, si l'enfant vient, on l'écoute. Nous les amenons à avoir le goût de la vie. On leur apprend qu'eux aussi ont des droits.
Rares sont les filles qui atteignent le certificat d'études primaires et élémentaires, CEPE. Au Bénin, 7 882 enfants, dont 78% de filles, déambulent dans les marchés de Cotonou. 46% ont moins de 14 ans, selon l'Institut national des statistiques et analyses économiques du pays. Aller à l'école, construire un avenir différent, c'est ce qui a poussé Émilie à la rue. À 9 ans, elle a fui la famille où sa mère l'a placée. Elle m'a placée au premier lieu. Je suis partie de chez la dame. De chez la dame, on est rentré. J'ai passé à peine une semaine avec elle. Elle est encore allée me placer ailleurs. En tout cas, des placements sur placements chaque fois. Et un jour, je lui ai dit non, que je ne pouvais plus. J'avais déjà 8 ans, 9 ans. Je lui ai dit non, que j'en avais marre d'être placée. À chaque fois, elle recevait l'argent et quand elle partait, moi, je devais subir le coup, que je ne voulais plus. Elle a dit non, que si je ne veux pas de me débrouiller seule, qu'elle n'a pas demandé à quelqu'un de venir dans la vie. Aujourd'hui âgée de 20 ans, Émilie est en classe de terminale. Comme elle, plusieurs filles placées bénéficient de formations professionnelles mises sur pied par les sœurs salésiennes de l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice, IFMA. Avec l'école alternative, une centaine d'enfants Vidomégon sont inscrits à un système d'études particulier. On accueille ces enfants pour leur donner une seconde chance de pouvoir aller à l'école et d'avoir le CEP en 3 ans, au lieu de 6 ans dans les écoles formelles. Comme pour rattraper le temps et devenir plus vite autonome. D'autres initiatives de particuliers existent pour venir en aide à ces filles. Ousmane, le tuteur de Zahara et Hassana, approuve ce combat pour l'autonomisation. Sur 3 ans, il envisage d'épargner pour ses filles afin de financer leurs projets. S'il y a une qui décide qu'elle va aller dans l'apprentissage, je le mets dans l'apprentissage, je lui fais tout. Elle va avoir son atelier. Mais s'il y a une fille qui voulait du côté commercial, il n'y a pas de souci. Là, je vais lui donner de l'argent, ce qu'il faut, je vais lui donner. Ils vont faire 3 ans avec moi et le reste, c'est moi qui va s'en occuper. Le phénomène, détourné de son sens traditionnel de confiage à un parent aisé, est un réel business entre parents et tuteurs. Cette déviance traverse les frontières. Certains n'hésitent pas à céder leur progéniture à des intermédiaires qui les conduisent clandestinement dans des pays tels que le Nigeria, le Togo, le Gabon, le Congo-Brazzaville et même les Émirats arabes unis. Un réel trafic transfrontalier. Selon une étude réalisée en 2008, 40 000 enfants sont victimes de cette traite. Les chiffres interpellent les autorités et la situation inquiète l'UNICEF. Nous avons appuyé la Direction générale du travail pour l'élaboration d'une charte qui est assortie d'un protocole d'accord avec un plan d'action pour que les enfants ne soient pas exploités dans ces marchés. Le code de l'enfant prévoit des sanctions et ça va de simples amendes jusqu'à des peines de prison selon la gravité de la situation. Selon les accords que nous avons avec chaque pays, nous réussissons à faire revenir les enfants, à les réintégrer dans leur famille. Pour l'heure, la pratique reste une triste réalité et un cauchemar pour des milliers d'enfants africains. Pélagie, Émilie, Zahara et Hassana sont des noms empruntés afin de préserver leur identité. Voilà, dans l'univers des Vidomégon, ces enfants placés du Bénin, le dossier est signé Salima Toudia et Christelle Menant. On ouvre la page politique de ce journal avec ce grand rassemblement des militants du RDR du département de Biankouma. Ils ont tenu à rendre hommage au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour ses actions en faveur du développement dans leur région. Abou Sanogo. Pour cette journée d'hommage et de reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara à Biankouma, les militants du RDR sont venus en grand nombre des villages et des quartiers du département. Une délégation de la haute direction du parti conduite par Lansine Diabaté, directeur de cabinet adjoint de la secrétaire générale du RDR, est allé à la rencontre des militants du département pour les galvaniser et les appeler au rassemblement autour des actions de développement du président de la République dans le département de Biankouma. Le vice-président du RDR, chargé de la région du Tongpi, Siki Blon-Blaise, a invité les militants à œuvrer pour le parti à Biankouma, puis les a exhortés à participer massivement à l'opération d'enrôlement. Une motion de soutien et de remerciement au président de la République Alassane Ouattara a été lue par les militants eu égard des réalisations dans leur département, notamment les constructions d'un nouveau château d'eau, de plusieurs écoles primaires à Kabakouma, Biankouma village et Vézul.
la réhabilitation et l'électrification du lycée moderne et l'ouverture de nouvelles pistes désenclavant les villages Toura. Le député Siki Blaise a fait un don de 20 cartons de sucre aux musulmans de Biankouma au nom de la secrétaire générale du RDR, Kandia Kamara. Au PDCI RDA, l'actualité est marquée ce soir par la cérémonie d'investiture de Priska Rabé Deassa. La nouvelle présidente de l'Union des femmes a reçu sa feuille de route. Olivier Riebi, Herman Guivet. La Maraoué évoque la question du parti unifié. Depuis ces dernières semaines, Charles Kofi Dibi parcourt villes et hameaux pour une tournée de sensibilisation. Il faut garantir la stabilité dans notre pays et il faut garantir la paix dans notre pays. Pour consolider ce que nous avons acquis, parce qu'on a été ensemble, allons plus loin, créons un parti unifié. En quoi c'est mauvais? Si nous sommes ensemble, ça rassure les investisseurs étrangers. Au cours de sa visite dans sa région, le président de la zone Zadi a aussi insisté sur l'intérêt pour les populations de se faire identifier. Il faut que nous soyons des citoyens à part entière. C'est très important de s'enrôler sur une liste pour dire ton mot. Je compte sur vous, les chefs, pour faire des réunions au niveau des comités, au niveau de la communauté, pour expliquer à tout le monde que c'est important de le faire et qu'il faut y aller. À chaque étape de sa tournée, Charles Kofi Dibi ne manque pas de dire aux populations de faire confiance au président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié pour leur vision commune de faire triompher le RHDP. Coupe du Monde 2026, on en parle également ce soir. C'est le trio États-Unis, Mexique, Canada que la FIFA a choisi pour organiser le premier mondial à 48 équipes. On en parle avec Samuel Metch. Les délégués des pays membres de la FIFA ont désigné le trio États-Unis, Mexique et Canada pour l'organisation du mondial 2026 en terre américaine. La candidature américaine a récolté 134 voix et a été préférée à celle du Maroc, 65 voix, par les 203 fédérations votantes et 4 bulletins blancs. La Coupe du Monde 2026 se déroulera donc pour la deuxième fois aux États-Unis après 1994, la troisième fois au Mexique après 1986, contrairement au Canada qui sera à sa première organisation. Il s'agira normalement de la première Coupe du Monde à 48 équipes, même si ce changement pourrait intervenir 4 ans plus tôt au Qatar. La commission d'évaluation de la FIFA a donné sa préférence à cette candidature commune, notamment parce que les stades et infrastructures sont déjà construits, contrairement au Maroc qui devait ériger 3 nouvelles enceintes et en rénover 5. Cette préférence à la candidature américaine est donc le 5e échec du Maroc dans sa quête d'organiser un mondial après 1994, 1998, 2006 et 2010. Voilà, retour sur ces informations pour terminer. Demain, jeudi 14 juin 2018, jour de la fête de fin de Ramadan, Aïd el-Fitr est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national, communiqué donc émanant du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. On termine avec cet autre communiqué émanant cette fois du ministère de l'Éducation nationale. La fête de Ramadan sera donc célébrée demain, jeudi 14 juin 2018. En conséquence, Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Kamara, informe et rassure les candidats au BEPC, les parents d'élèves et toute la communauté éducative que les épreuves prévues ce jour seront reportées au vendredi 15 juin 2018 à 7h30 dans les centres respectifs, ceux sur toute l'étendue du territoire national. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.